Vous étiez président de la commission des arbitres au niveau de la CAF pour cette compétition. Avant d'entrer dans la matière, comment vous avez vécu cette première expérience? C'est une très belle expérience, mais aussi, je pense qu'il le fallait. C'est une première CAN pour moi. Un mois après avoir été nommé président de la commission, directement nous allons dans cette grande compétition. Mhm. Et à un moment c'était chaud, mais c'était une bonne expérience et j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, une très bonne expérience. Alors, vous vous appuyez sur quels critères pour aligner un arbitre et choisir un match avec un arbitre? Vous savez, nous avons des instructeurs techniques et physiques. Nous avons tout un département de l'arbitrage au niveau de la CAF. C'est à partir de là que ça commence. L'instructeur physique donne ses avis sur l'arbitre. L'instructeur technique donne ses avis, ainsi que l'instructeur VAR. Et après, on y va avec le département pour un peu améliorer, modifier ce qui est modifiable par rapport aux exigences du match. Mhm. Et puis, ça revient à la commission maintenant de prendre la dernière décision. La commission, c'est des dents plus techniques, oui, mais un peu politique aussi, parce qu'au niveau de la commission, on se pose des questions. Est-ce que aujourd'hui, si on prenait un arbitre russe, il peut aller jouer un match dans la zone non occupée par la Russie, plutôt au niveau de l'UEFA. Donc, c'est comme ça aussi en Afrique. Aujourd'hui, vous savez, il y a des tensions. Je ne vais pas citer ici des pays qui ne conjuguent pas ensemble. Et vous ne pouvez pas prendre un arbitre de ce pays et l'amener officier un match de l'autre parce que même s'il est honnête comment, correct comment, il y aura des prétentions, il y aura des accusations. Et donc, la commission finalise la désignation. Vous êtes arrivé pendant la désignation des arbitres d'avoir les pays venir réclamer pour le retrait de certains arbitres dans leur match. Non, c'est pas arrivé malheureusement, même si ça s'est dit. On a appris par les médias que nous avions modifié les arbitres, alors qu'on l'a jamais fait depuis qu'on était là. On a commencé notre compétition jusqu'à la fin. On n'avait jamais désigné un arbitre et pour le remplacer par après, parce qu'une équipe X a demandé son remplacement. Cela n'était pas arrivé. Alors, parlons de la finale qui a créé beaucoup de polémiques. Euh, nous sommes aux derniers instants de la rencontre. Il y a une faute dans la surface de réparation et l'arbitre siffle la faute. Il va consulter la VAR. À ces moments, on sait que l'arbitre, la dernière décision revient à l'arbitre. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à ce que la VAR vous impose une décision? La VAR, c'est une assistante. La VAR, c'est un assistant de l'arbitre. Et l'arbitre ne peut jamais modifier sa décision à cause de la VAR si il estime que ce qu'il avait pris comme décision sur le terrain avant de consulter la VAR est vrai. Donc, la VAR n'appelle plus non plus l'arbitre pour l'appeler. C'est quand la VAR a quelque chose d'important et qui est en contradiction de la décision que l'arbitre aurait prise sur le terrain, que la VAR lui recommande de voir les images. Donc, pour cette compétition, l'action que vous parlez, je pense que c'est l'action du penalty. Oui, la finale. Oui, l'action du penalty, d'abord, il faut comprendre que l'arbitre n'avait pas sifflé le penalty. Pour l'arbitre, il n'avait pas vu aucune faute. Mais comme le protocole le dit, le protocole VAR, il faudrait qu'il y ait un arrêt de jeu pour que la VAR demande à l'arbitre d'attendre. Parce que si après cet arrêt, l'arbitre reprend le jeu, la VAR n'a plus le pouvoir de lui donner quoi que ce soit. Il ne peut plus revenir sur les images. Alors quand il y avait arrêt de jeu, la VAR lui avait recommandé d'aller revisiter les images. Il est parti revisiter les images et Dieu merci, il a tombé sur la faute qu'il avait loupée. Et il a pris le courage de siffler le penalty parce qu'il a vu que ça lui avait échappé. Donc, moi, je pense que la VAR, pour vous répondre, la VAR n'est pas au-dessus de l'arbitre. La VAR n'influence pas l'arbitre, mais la VAR assiste l'arbitre.
On a des statistiques. La VAR était moins consultée dans le match d'élimination directe. En tant que président de la commission, pensez-vous que l'arbitrage était très correct pendant cette phase? Oui, si la VAR a été moins consultée, c'est que les arbitres sur le terrain étaient performants. C'est tout ce que je peux donner comme réponse. Parce que la VAR n'interfère que quand l'arbitre a raté certaines choses. Mais quand l'arbitre est performant et qu'il a eu à tomber sur toutes les fautes, mais la VAR va chercher quoi? La VAR n'a rien à faire, la VAR ne va que l'encourager, l'accompagner. Vous êtes arbitre congolais, alors on va revenir dans notre pays. Quelle placez-vous l'arbitrage congolais sur le plan continental? Je n'ai plus à répondre à cette question parce que l'arbitre congolais a joué le match d'ouverture et l'arbitre congolais a joué la finale. Tout le monde peut comprendre quelle est sa place. Alors, vous avez certainement des ambitions avec la Fédération congolaise de football. Une fois élu, supposons, sur quel secteur vous allez commencer pour changer des choses au niveau du football congolais? C'est d'abord l'administration. On commence par l'administration parce que dans notre pays, on a un problème sérieux avec l'identification de joueurs. Vous pouvez voir un joueur qui est dans X club aujourd'hui, demain vous le voyez dans Y club sans pour autant suivi exactement le procédure. Et c'est la tricherie. La deuxième chose, il faudra sensibiliser le joueur et les dirigeants des clubs. Parce qu'en réalité, moi, je me pose des questions. Les dirigeants des clubs travaillent sur base de quoi? Ils cherchent quoi finalement? Parce que vous voyez qu'ils dépensent beaucoup d'argent. Beaucoup de moyens, ils investissent. Il y en a ceux qui se réveillent tôt le matin, ils se couchent trop tard parce qu'ils ont des clubs qui sont en train d'entretenir. C'est de la jeunesse qui sont en train d'investir dedans. Mais vous allez vous rendre compte que finalement, un tournoi, donc une compétition commence, un championnat commence, il y a déjà des clubs qui savent qu'ils ne vont pas jouer les playoffs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, la première chose qu'on va travailler sur le Congolais, ça sera la mentalité, l'acceptation des règles de jeu. Aussi longtemps on n'accepte pas les règles de jeu, donc en les respectant, on les pratique et on les accepte. Si on accepte les règles, on les applique correctement, donc chacun va récolter ce qu'il a semé. Et c'est biblique. L'homme va récolter ce qu'il aura semé. Si vous semez le désordre, vous allez récolter le désordre. Vous semez le mensonge, vous allez récolter le mensonge. Vous semez le développement, vous allez récolter le développement. Vous semez la justice, vous allez récolter la justice. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut y aller. Vous savez, l'homme congolais a perdu ses valeurs tout simplement parce que peut-être on a faim quelquefois. Ah ok, même si vous vendez votre honneur à cause d'un $100, mais demain vous aurez encore faim. Alors, finalement, vous allez vendre quoi? Qu'est-ce qui vous reste? Donc, on a perdu nos valeurs, nous avons perdu nos valeurs à cause de légèreté, à cause de mépris des textes, à cause de mépris des règles de jeu. Vous savez, les règles de jeu, ils ne sont pas règles pour rien. C'est pour développer. C'est pour amener une nation à quitter le sol et aller dans les hauteurs. Mais ce qui est grave est que le Congolais, il connaît que c'est ça ce qui dit les règlements, mais il dit, moi, je veux faire le contraire. Donc, il est en train de s'auto-fragiliser. Il est en train de se détruire lui-même en ignorant ce qui devait arriver s'il respectait seulement les règlements. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Merci beaucoup et bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Merci.